Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Bonsoir et bienvenue dans les aventuriers de l'étrange sur Sud Radio. Nous sommes ensemble, vous le savez, jusqu'à minuit. Ce soir, nous allons découvrir vos témoignages, des histoires vraies que vous avez vécues et que vous allez nous raconter. Si vous le voulez bien, vous pouvez intervenir évidemment tout au long de cette émission. Vous avez 2 biais pour cela. Marion est au standard, elle attend vos appels. Si vous pensez avoir vécu quelque chose de l'ordre du paranormal, vous appelez tout de suite au 0826 300 300 pour intervenir dans les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300. Vous pouvez également, si vous avez envie de poser une question à un de mes invités ou tout simplement que je pose une question à un de nos témoins, intervenir par le biais des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, ensuite votre texte, votre question ou encore vos coordonnées si vous voulez que l'on vous rappelle et vous envoyez le tout au 71 200. 2 invités sont à mes côtés comme d'habitude, comme chaque soir, consacré au témoignage. Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International est avec moi. Renaud Évrard, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous ? Très bien. Alors, Renaud Évrard, nous allons ensemble écouter les témoignages de ceux et celles qui vont nous appeler. Et puis, nous parlerons également d'une ligne téléphonique que vous avez mis en place à l'Institut Métapsychique International pour, comme le fait Walter von Lukadou en Allemagne, recueillir les questions de ceux et celles qui vous appellent, qui ont été soit troublés dans le meilleur des cas, traumatisés peut-être dans le pire, après avoir vécu un phénomène paranormal. On en parlera tout à l'heure si vous le voulez bien. Super. Pierre Macias, bonsoir. Bonsoir Louis. Pierre Macias du site psylande.org où l'on retrouve à télécharger toutes les émissions des aventuriers de l'étrange depuis avril 2006. Voilà, c'est ça. Ça commence à en faire un petit paquet. Effectivement. Et où l'on retrouve également toute l'actualité concernant l'étude des phénomènes paranormaux à travers des scientifiques, à travers des publications, à travers des thèses également. Enfin, tout ce que fait la science dans l'étude de ces domaines-là est disponible sur le site psylande.org. Tout à fait. J'essaie d'y mettre un maximum de mémoire universitaire en particulier. J'aime bien je suis attaché à ce type de document. Mais il y a aussi des références sur des articles. Malheureusement, articles, bouquins, beaucoup en anglo-saxon. Ouais. Mais il y a quand même beaucoup de choses en français. Oui, une bibliographie assez énorme, c'est vrai. Et je le rappelle, donc en podcast, toutes les émissions des aventuriers de l'étrange. Donc vous l'avez compris, 0826 300 300, tout de suite, si vous voulez nous contacter, ou par SMS, vous tapez Sud, votre texte, et vous envoyez le tout au 71 200. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Un premier appel au 0826 300 300. Il s'agit de Clément qui est en notre compagnie. Bonsoir Clément. Bonsoir Louis, bonsoir à tous. Bonsoir Clément. Vous allez bien Clément ? Impeccable, et vous ? Ah ben écoutez, la pleine forme, ravi de vous retrouver comme tous les vendredis et samedis soirs sur l'antenne de Sud Radio. Alors soit pour des enquêtes comme celle d'hier par exemple, concernant la vie du Christ, la vie de Jésus, et ce bouquin très très intéressant de Monsieur Cléry, Jésus, le puzzle reconstitué, avec des choses qu'on peut avoir envie de creuser, d'étudier, de découvrir. En tout cas, ça m'a paru intéressant de vous le livrer. Alors vous Clément, vous nous avez contacté par mail. Voilà. étrange@sudradio.fr, j'en profite pour le rappeler au passage, puisque vous avez, comme vous l'avez si bien écrit dans votre mail, 2 anecdotes à nous raconter. Alors, on va commencer par la première qui concerne un bonbon, c'est ça ?
Voilà. Tout a démarré d'un petit bonbon. Ouais. Alors, racontez-nous ça. Ça s'est passé il y a combien de temps d'abord? C'était en mars dernier, mars 2007. Donc c'est assez récent, effectivement. Voilà, oui. Alors, comment ça s'est passé? Eh bien, ça a démarré tout simplement par le décès de ma grand-mère qui est morte en août 2004. Ouais. Je l'ai toujours senti un petit peu proche, toujours ressenti à côté de moi, toujours sa présence pesante. Elle était très rassurante. Et c'est parti on va dire de là, parce que, bon, bien qu'elle soit décédée, elle venait me voir très rarement, mais elle venait me voir dans mes rêves, elle venait me visiter. Elle avait rien de mauvais à me dire, je sentais sa présence, ça me suffisait. Ouais. Alors tout est parti de là, et un jour, donc c'était ce dimanche soir de mars 2007, elle était dans la cuisine. Moi, ça me paraissait tout à fait normal, et elle me fixait, elle me disait rien du tout. C'est-à-dire, quand vous dites, elle était dans la cuisine. Voilà, dans ça, elle était là. Pardon, excusez-moi. Voilà, je rêvais, c'était la nuit. Voilà, vous étiez en train de rêver. J'étais en train de rêver. D'accord. Voilà, donc c'était un rêve, tout ce qu'il y a de plus normal. Et puis ma grand-mère se trouvait dans la cuisine, j'étais devant elle, et puis je lui disais rien, elle me disait rien, on se fixait les deux. Ouais. Et c'était pas un message qu'elle me passait, c'était simplement un très bon ressenti, il n'y avait rien de particulier. Oui. Quand je me suis levé le lendemain matin, j'ai rien pensé de particulier. Comme vous le disiez, c'est une présence bienfaisante pour vous, apaisante. Voilà, exactement. Ouais. Exactement. Même rien n'est dit, mais tout est dit sans parler, quoi. Ouais, oui, je comprends. Voilà, à partir de ça, je suis parti au travail normalement le lendemain. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment dans le boulot, il y a une fille, Sylvie, salut Sylvie si tu m'écoutes, qui est venue me voir, elle me dit tiens, de la part de Françoise, puis elle me donne un bonbon au caramel que seule ma grand-mère me donnait. Ouais. Et la dernière fois qu'elle m'avait donné, j'étais tout petit, parce que c'était quand j'allais souvent chez elle, et que quand on est petit, on aime bien les bonbons, et puis ça me faisait plaisir. Alors ça fait plus de 10 ans maintenant, hein, même j'ai 20 ans, ça fait même, je dirais, 13-14 ans. Ouais. Et il s'est trouvé que ce bonbon qu'elle m'avait offert, cette collègue, c'était la même que celle de ma grand-mère, et je suis parti la voir normalement. Je dis tiens, François, c'est sympa, le bonbon que tu m'as donné, merci, tu l'as acheté quand tu les as achetés quand? Elle m'a tout simplement dit hier soir. Je lui dis tiens, je vais amener ça au travail, demain, et puis enfin le samedi. Et puis je vais le faire partager aux autres normalement, hein. Et puis j'ai fait le rapprochement, je me suis dit bon, elle n'avait pas amené avant, ça fait que j'aurais pas pu inconsciemment voir le bonbon de loin la veille au travail. Ouais. Et puis inconsciemment rêver de ma grand-mère qui fait le rapprochement et le bonbon. Mais vraiment, comme par hasard, j'ai jamais rêvé de ma grand-mère depuis 2004, parce que c'était juste après son décès. Ouais. Et là, il y a eu ma grand-mère donc, qui se trouvait dans cette cuisine dans mon rêve. Et puis le lendemain, on me donne un bonbon que je n'avais pas mangé depuis 14 ans, que seule ma grand-mère me donnait. Ouais. La même, comme ça même. Ouais. Alors, pour que je résume les choses de manière chronologique, oui. Ça faisait longtemps que vous n'aviez pas rêvé de votre grand-mère. Ah oui, très longtemps. Hein, ce soir-là, donc, vous rêvez de votre grand-mère, un rêve apaisant, pas de paroles échangées, mais des sentiments. Exactement. Voilà. Ensuite, le matin, vous vous réveillez, ce samedi matin, vous vous réveillez, vous allez au boulot, et là, une collègue vous offre le bonbon qu'avait l'habitude de vous offrir votre grand-mère quand vous étiez petit. Autrement dit, comme si c'était, comment dirais-je, le témoignage de ce que votre grand-mère vous donnait, quoi. C'est un petit peu ça. C'est vrai que j'ai jamais cherché à interpréter, parce que c'est uniquement du ressenti. Oui. J'en suis resté là. C'est vrai que voilà, sans interprétation, sans analyse, je rêve de ma grand-mère. Et puis le lendemain, on me donne ce bonbon qu'elle me donnait quand j'étais petit. Ouais. Alors pour revenir à un tout petit détail, je sais plus exactement quel jour de la semaine c'était. Donc voilà. Oui, non, ça c'est pas. Compte de ça, hein. C'est pas très grave. Mais en revanche, ce que je remarque, c'est que vous avez vous-même cherché à pousser l'analyse un peu plus loin, en vous disant bon, elle a acheté les bonbons que la veille, c'est-à-dire qu'elle ne les avait pas durant la journée qui précédait, et inconsciemment, je n'ai pas pu les voir, et ensuite rêver à ma grand-mère, etc., etc. Donc, vous avez fait un petit bout d'analyse quand même, vous-même de votre côté, hein. Voilà, Et voilà, toujours un minimum pour me dire que, pour pas m'emballer, pour pas tout simplement pouvoir ce qui peut être expliqué tout simplement. Oui. Comme il m'arrive un petit peu tous les jours de inconsciemment penser à quelque chose, alors que j'ai vu quelque chose qui avait un petit peu en
rapport avec juste avant. Et elle aurait pu tout simplement offrir ce bonbon ce jour-là, mais les avoir amenés 3 jours avant. Oui, par exemple, oui, voilà, tout à fait. Je les ai vus très vite, inconsciemment, de manière subliminale, et ben, je rêve d'elle après, mais c'est même pas le cas, c'est vraiment... c'est joué là, c'est incroyable. Alors, attention Clément, soyons clairs, parce que bon, il y a une deuxième chose que vous nous raconterez tout à l'heure, qui s'est passée lors d'inondations que vous avez vécues malheureusement dans votre village. On va d'abord commencer par parler de cette première histoire que vous nous avez racontée. Ça peut être aussi, il ne faut pas rejeter l'hypothèse, loin de là, une coïncidence, une pure et simple coïncidence. Ça peut être ça. Bon, maintenant, j'entends déjà ceux et celles qui nous écoutent qui se disent, attendez, il rêve de sa grand-mère et comme par hasard, le lendemain, une collègue lui offre le bonbon que sa grand-mère avait l'habitude de lui offrir. Ce bonbon symbolise sa grand-mère. Donc bon, il y a plus qu'une coïncidence. Alors là, je me retourne vers Renaud Évrard pour commencer. Renaud, pour vous, coïncidence ou joli petit message, ou comment doit-on, comment dirais-je, un scientifique qui a l'habitude d'analyser des témoignages reçoit ce genre de témoignages, Renaud? Bonsoir Clément. C'est vrai que les deux hypothèses sont un peu là. C'est vrai qu'on vous voulez pas faire de l'interprétation plus que ça, mais au niveau de l'analyse, vous dites par exemple, j'ai jamais rêvé de ma grand-mère depuis 2004. Enfin, il y a quand même une idée où finalement les souvenirs, on sait pas vraiment de ce qu'on a rêvé, on se souvient pas tout le temps. Ça aurait pu être à un autre moment. Bon, voilà, il y a quand même des effets où ce que vous rêvez de votre grand-mère, vous rêvez pas non plus qu'elle vous donne un bonbon au caramel en rêve. Enfin, l'aspect prémonitoire il n'y a pas un lien direct. Hein. Vous reconstruisez le lien par rapport à justement à votre signification, à l'histoire de votre grand-mère, à ce qu'elle représente pour vous, à ce que ce signe finalement du bonbon au caramel peut représenter. Donc on pourrait dire le scientifique, si c'était le scientifique qui parlait, il dirait coïncidence, sans grand ménagement, mais là si c'était le clinicien qui devrait parler, moi je vous entends plus, ça me semble tout à fait meilleur à penser et plus agréable de se dire, de faire le lien avec cette présence importante, rassurante de votre grand-mère. Ah bien sûr aussi, oui. Et puis il faut dire que personnellement, j'ai jamais cru aux coïncidences. C'est vrai que pour moi, la coïncidence, ça n'existe pas, parce que j'ai eu beaucoup, soi-disant, de hasards qui me sont arrivés, et puis je trouvais que je me suis dit, si ça l'est, on dit bien, le hasard fait bien les choses, tout simplement, parce que selon moi, il n'existe pas. Enfin, je suis toujours parti un petit peu de cette idée-là, sans me la mettre dans la tête. J'ai toujours eu cette idée, et c'est vrai que ce message-là, c'était joli petit message de ma grand-mère qui pense à moi, je pense à elle, et puis elle est là. C'est vrai que là, Clément, vous venez de soulever une question très très intéressante et beaucoup de gens se la posent. Je vais rebondir là-dessus pour la poser à Pierre Massias pour commencer et à Renaud Évrard ensuite. Le hasard, ça existe ou pas, Pierre? Oh oui, certainement. Et même dans des circonstances tout à fait inimaginables, je dirais. Bon, on peut aussi, il y a des histoires. Je pense à l'histoire que j'ai entendue par ailleurs de quelqu'un qui prédit l'accident d'un avion à telle période de l'année, l'avion a telle et telle caractéristique, etc. Et il décrit l'accident d'un avion en décrivant aussi la compagnie, un certain nombre ou le type de compagnie, un certain nombre d'éléments qui sont assez forts. Et justement à cette date-là se produit un accident qu'on met en parallèle avec cette prémonition. Mais on va chercher un petit peu plus loin, en allant chercher un petit peu plus loin, en établissant des statistiques sur les compagnies aériennes, sur les vols, sur le type d'accidents, sur le nombre d'accidents où ils se produisent, etc. Les périodes à laquelle ils se produisent, etc. On s'aperçoit qu'il était probable que à cette période-là, il n'était pas inimaginable, disons que la probabilité était concevable, qu'un accident se produise de ce type-là avec avec les caractéristiques décrites par la personne, se produisent à ce moment-là, à cet endroit-là. Donc, il faut faire très attention aux notions de hasard. C'est pas intuitif.
et des situations auxquelles on peut donner une signification peuvent en réalité simplement être le fait du hasard. D'accord, donc le hasard existe. Réponse de Pierre Massias. En ce sens-là, le hasard existe, oui. Ouais. Alors hasard, coïncidence, Renaud pourra peut-être mieux, sans doute, mieux parler que moi de synchronicité. Si je dis rien n'est fortuit, on n'est pas d'accord. Non, on ne sera pas d'accord. Personnellement, le hasard intervient pour beaucoup dans la nature. Bien. Bon, Clément, on est à 2 contre 1 déjà là pour le moment. Cela dit, je ne vais pas nécessairement associer cette expérience de Clément au hasard. Ah, intéressant, développé, Pierre. Ouais. Par exemple, une des questions qui me venait à l'esprit tout à l'heure, c'est est-ce qu'il y a un lien particulier entre Clément et Françoise? Ah, aucun. C'était une collègue de travail, tout ce qu'il y a de plus normal, comme les autres. Aucun lien, non. Particulier, non. Bon, parce que je me demandais pourquoi avoir une prémonition par rapport, dans ce contexte-là. Bon, il y a l'induction du bonbon. Ça, sans dire que ça va être l'explication, parce qu'on ne peut pas donner une réponse définitive sur un cas spécifique. Voilà. L'idée de la prémonition ne me choquerait pas plus que ça. D'accord. Dans ces conditions associées au bonbon. La prise de conscience d'un événement psy, genre prémonition, télépathie ou voyance, doit pouvoir s'exprimer à travers un support, un média auprès de celui qui la vit. En l'occurrence, ça pourrait très bien être le rêve et le rêve de la grand-mère. D'accord. Alors, dans ces conditions... Donc Clément aurait eu un micro-phénomène de voyance, sachant que sa collègue allait lui offrir ce type de bonbon qui était en relation, qui était le symbole de sa grand-mère. Donc il a rêvé de sa grand-mère. C'est comme ça que le message est passé. Voilà, le symbole, c'est le symbole porteur, c'est le bonbon. D'accord. Associé à la grand-mère, envers qui il y a un affectif fort. D'accord. Dans ces conditions, je suis désolé, mais je n'ai pas nécessairement besoin de la notion de grand-mère qui revient, c'est-à-dire de notion de contact avec un au-delà. De signe de la grand-mère depuis là où elle est, quoi. Voilà. D'accord. Bon. Voilà. Renaud Évrard, revenons à la question que j'avais posée à Pierre Massias. Le hasard existe-t-il ou pas? Bon, moi, je serais de l'avis de Pierre Massias, mais c'est à voir parce que est-ce qu'il existe absolument comme principe métaphysique, directeur de l'univers, par exemple, c'est ce que pensent beaucoup de physiciens, mais finalement d'une façon où on l'utilise, où il a pris une place dans notre pensée, c'est finalement avec l'arrivée des statistiques où on a pu vraiment évaluer quand c'était du hasard, quand c'était des résultats significatifs, des coïncidences plus que voilà, des vraies corrélations. Donc là, ça fait 2 siècles qu'on travaille vraiment avec des statistiques, les lois de probabilité, des choses comme ça, où on pose la question du hasard et aussi on se rend compte avec la parapsychologie que c'est peut-être le lien entre c'est peut-être à cet endroit-là qu'il y a le lien entre psychique et physique, entre le mental et la matière. Parce que quand on voit les expériences qui sont faites en laboratoire en parapsychologie, elles utilisent par exemple des sources soi-disant aléatoires qui seraient plus sensibles à des influences ou des choses comme ça. Donc il y a beaucoup un lien, il y a beaucoup un problème qui a été posé, même formulé par Jung et Pauli, qui était celui de la synchronicité, qui est pas la synchronicité, c'est pas une explication, mais c'est une description d'événements qui semblent liés plus par la signification que par une causalité simplement. C'est des chaînes des événements qui se relient, mais dont la chaîne causale n'est pas détectable, soit elle n'est pas pensable, enfin elle n'est pas préférable de penser. C'est un peu, là on sort un peu du domaine simplement scientifique, mais on vient aussi de la question du clinicien. Les gens préfèrent penser des choses qui ont du sens, et quand on leur oppose simplement le hasard avec son absurdité essentielle, absurdité simplement parce qu'absence de sens, on a un problème d'opposition, je pense, entre les scientifiques, justement, là, c'est un peu à ça qu'on joue, là, entre les scientifiques où tout est hasard, tout est absurde, et les gens qui
se rendent compte qu'il y a du sens et qu'il y a des événements qui sont qui ont vraiment du sens, liés, par le sens, où le sens est une donnée active de ces événements. D'accord. D'ailleurs, on vient de recevoir un SMS au 71 200 de William 31 qui dit « Je crois à la synchronicité, mais pas au hasard ». Alors, c'est pas compatible. Ouais. Donc, question intéressante quand même, hein. Tout à fait. Ça déborde le cadre du phénomène paranormal, mais quoique, c'est quand même une question assez fondamentale quand même. Ah bah tout à fait fondamentale, puisque elle est fondamentale au niveau de la physique quantique en particulier. Ouais. On va pas résoudre ce problème de toute façon ce soir. Clément est avec nous. Clément, vous avez vécu une deuxième chose intéressante. Alors là, c'était une période difficile pour votre village qui a subi des inondations. Voilà, c'était les inondations du 4 mai. Le fameux 4 mai, comme diraient les habitants d'Asquin, Saint-Pé-sur-Nivelle et Sarre. Ouais. Donc on était très touchés vers 5h30, 6h du matin. Mm-hmm. L'eau a monté à plus de 6 mètres au-dessus du lit principal de la rivière. Et forcément, certains ont été touchés. Il y en a qui ont eu 3 mètres, il y en a qui ont eu toute la maison. On a eu à peine un peu plus d'1 mètre. Ouais. Et c'est vrai que c'est déjà eu ces événements qui n'étaient pas terribles. J'étais pas spécialement traumatisé. Je me suis battu dans l'eau les 3 heures que l'eau était en haut. J'ai continué à rester dans la maison pour voir si l'eau montait et sauver ce qui restait à sauver. Ouais. Et que j'ai pas vraiment eu le temps d'avoir un contre-coup. Et puis après coup, donc l'eau a baissé. Et ce qui s'est passé, c'est que beaucoup de gens, je les remercie d'ailleurs encore une fois, qui sont venus nous aider. Ouais. Et je raconte simplement la situation. Oui. Dans quel cadre ça s'est passé? Voilà, dans quel cadre. Et dans l'après-midi, ce qui s'est passé, on était en train de faire le tri parce que l'inondation, c'est impressionnant les dégâts que ça fait. Ça a pris quelques semaines. Alors, ce qui s'est passé cet après-midi-là, le jour même, j'ai vu le Chisto, il s'appelle, c'est le voisin qui habite à une centaine de mètres. Il était imperturbable avec son pull rouge, son pantalon et sa canne. Il regardait devant la cour la maison et il contemplait tout le monde. Moi, ça m'avait pas du tout choqué parce que je me suis dit, je me disais justement imperturbable. Il ne bougeait pas. Et 5-10 secondes après, très peu de temps après, je le voyais plus. Je demande à ma cousine, Lauriane, t'as vu Chistou? Elle me dit, ah non, il est à l'hôpital. Ah, il dit, ah non, parce qu'il était là il y a 10 secondes, c'est pas possible. Et ce que j'ai appris par la suite, j'ai été demandé de confirmation à tout le monde parce que je croyais pas vraiment ce raisonnement. Je me suis dit, il y a dû y avoir une erreur dans la personne. Et j'ai appris donc par son fils même que cet homme avait justement prédit les inondations la veille. Il avait tout monté chez lui. Bon, il a prévenu personne parce qu'il savait que personne ne le croirait. Ouais. Il a tout monté et il a fait un malaise cardiaque. Je ne sais pas vraiment si c'est un arrêt ou une crise. Il a eu un malaise cardiaque assez méchant. Ouais. Il a été emporté tout de suite à l'hôpital. Ça fait que du coup son fils, pour pas laisser sa mère toute seule dans la maison, il est parti tenir compagnie à sa mère pendant que son père était à l'hôpital pour les soins. Ouais. Donc ce qui fait que quand au moment où vous l'avez aperçu, matériellement, il ne pouvait pas être là puisqu'il était hospitalisé. Voilà, c'est exactement ce que j'avais. C'est ça me paraissait un petit peu absurde parce que sinon il y a quelqu'un qui se trompe et tout le monde était formel, j'étais formel aussi. J'ai pas été plus loin avec les autres. De mon côté, je me posais des questions. Est-ce que d'autres personnes que vous l'ont vu? Ah non, personne m'a dit l'avoir vu. D'accord. Et pour terminer, ça c'est l'autre, on va dire, hasard justement. On en revient. Ouais. Eh bien, les eaux sont montées vers 5h, 5h30. Chez eux, ils ont eu au total 2 mètres. Ça fait que l'eau est montée assez vite. Ouais. Et le fils a emmené sa mère, et il a fait comme il a pu, il a réussi in extremis à l'amener au premier étage. Et sans quoi, mais si son père n'avait pas eu de crise cardiaque, eh bien, ils seraient restés les deux dans la chambre du rez-de-chaussée. Ils n'auraient jamais eu le temps de se lever et de s'en sortir. Au premier, il y aurait eu 2 noyés. Et d'ailleurs, c'est la chance des inondations, aucun noyé, ça c'est incroyable. Et ça fait que du coup, le fils a sauvé sa mère et son père était totalement hors de danger à l'hôpital. Il a pu revenir une semaine après, c'était rien de méchant. Sur le coup seulement, voilà. Est-ce que vous lui en avez parlé à ça, à lui de ça, pardon? Et bien voilà, c'est un petit peu le problème. Je le connais pas bien et j'ai pas osé parce que très souvent il
m'est arrivé d'autres trucs que là, ça me vient pas. Et c'est là, j'étais pris un petit peu comme un cinglé, tout simplement. Et j'ai pas osé vraiment l'approcher, lui demander s'il se rappelle de quelque chose ce jour-là, le jour de l'hôpital. Est-ce qu'il a une vision de la maison? Est-ce qu'il a carrément été inconscient pendant un moment, s'être rappelé de quelque chose? J'ai cherché un petit peu quelques moyens. J'ai jamais vraiment osé l'approcher. Et il se trouve que j'en ai parlé à mon père et qui m'a dit lui c'est un esprit assez ouvert, tu peux lui en parler. J'ai toujours fait pas un blocage parce que je sais que je pourrais lui en parler, mais finalement ça s'est jamais vraiment fait. Oui. L'occasion s'est pas présentée, quoi. Voilà, ça n'est pas allé du tout. Hein. Et alors, quand vous l'avez vu, ce monsieur, donc vous nous l'avez bien décrit d'ailleurs avec son pull rouge, etc., en train de regarder comme ça, de contempler ce qui se passait. Pour vous, c'était clair, il était là, quoi. Je veux dire, oui, ça y a pas aucun doute là-dessus. C'est pour ça d'ailleurs que j'en parle, parce que il était là comme il faisait d'habitude, sauf que là il y avait les inondations le matin même, et perturbable et comme d'habitude avec son fameux pull rouge, sa canne. Ça qui était assez incroyable après, parce que il était là, il était devant. D'accord. Voilà. Ouais. Pierre, alors nous avons affaire à quel type de phénomène? Si phénomène il y a, est-ce que c'est une illusion? Est-ce que c'est quoi? On peut, comme tout à l'heure, on peut penser à la coïncidence, un concours de circonstances général qui donne auquel on va donner une signification particulière, mais comme je disais, on va pas. Ce qui va participer aussi à l'appréciation, un tant soit peu subjective quand même, d'un témoignage. Ça va être aussi son contexte, c'est-à-dire la vie même du témoin. Il me semble que Clément quand même a une certaine sensibilité peut-être, de par il nous a raconté ces deux exemples, mais il nous a dit avoir eu d'autres expériences. Donc je me dis peut-être que Clément a une sensibilité particulière qui serait un terrain favorable au psy. Et bon, dans ce cas, si on va dans le sens d'une explication relative au psy, on peut très bien imaginer le vieil homme qui voit arriver, qui pressent une inondation, une situation critique, et qui juste à ce moment-là, juste avant l'événement, a une attaque, un incident cardiaque. Il se retrouve en dehors de la maison. Il pense à sa femme qui reste là et qui est en danger évident. Il va vouloir lui porter secours d'une manière ou d'une autre. Il va vouloir y aller, quoi. Au moins avertir. Dans l'idée. Mais ça dit, là, l'inondation était passée, l'eau était retombée. On était, quand ça s'est fait, cette observation, quand Clément a fait cette observation, c'était le lendemain matin, alors que tout le monde était en train de nettoyer. C'est ça, Clément, hein? Voilà, c'était l'après-midi. L'inondation s'est passée vers 6h du matin. C'était dans l'après-midi. C'était le jour même, l'après-midi, Toute l'eau était redescendue. Alors, je vais continuer un petit peu dans cette idée parce que c'est extrêmement délicat ce genre de phénomène. J'allais dans le sens et jusque là, on peut garder le même cheminement pour une apparition différée dans le temps. C'est-à-dire que l'homme se trouvant immobilisé à l'hôpital veut porter secours à la personne qui est en danger ou qui a été en danger. Et il cherche à se manifester d'une manière ou d'une autre. A priori, on peut très bien imaginer qu'il va chercher à avertir ou à contacter, on va dire, une personne qui est proche de chez lui et qui va éventuellement pouvoir faire quelque chose. Alors le lien qui va se situer entre les deux, et on a vu ça dans des cas d'apparition, ça a été décrit, je pense à Flammarion en particulier, à des moments, le moyen de se manifester, ou du moins de prendre contact, je vais dire, ce sera quelque chose comme la télépathie. Seulement au niveau du récepteur, il faut qu'il y ait quelqu'un de sensible. Il faut quelqu'un qui est sensible, mais je pars du principe que Clément a cette sensibilité, qui peut émerger de temps à autre, dans des cas critiques par exemple. Donc la personne qui reçoit cette information télépathique, cette impression télépathique, va devoir lui donner corps. Alors, soit elle va réussir à lui donner corps en tant que prémonition, ou soit elle va lui donner corps après coup.
Sous forme d'une apparition. Sous forme d'une apparition, mais éventuellement parce que les circonstances ne s'y prêtaient pas au moment même, au moment où il aurait pu être averti du danger imminent, l'impression arrive à la conscience après coup. Ouais. Très intéressant cette analyse. Pardon ? Très intéressant cette analyse. Ah, mais il est intéressant quand il veut, hein. Du coup, il est toujours intéressant. Mais vraiment, j'avais pas pensé à ça. Je te prie. Ah oui. C'est là toute la difficulté en fait de l'analyse vraiment de ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a eu réellement un phénomène psy? S'il y a eu phénomène psy, comment on va l'interpréter en tant que prémonition, en tant que télépathie? Quelle va être la raison de tout ça? Mais en tout cas, personnellement, si je me dirige vers le phénomène psy, je penserai situation critique, tentative d'avertissement et prise de conscience au niveau du sujet par la vision même de la personne qui cherche à prendre en contact. D'accord. Renaud Évrard, votre analyse après ce brillant exposé de Pierre Massias. Il va falloir que je botte en touche et que je parle d'autre chose. Je pensais justement parler du fait de quand on a une perception qui concerne d'autres personnes, comment on peut aller leur dire ça sans paraître pour un fou. Et c'est vrai que c'est une question qui se pose à plein de gens, parfois justement à des gens qui nous sont proches, pour qui on a des perceptions. Et c'est vrai qu'il faut se poser la question, est-ce qu'on fait ça dans notre intérêt ou dans leur intérêt? Est-ce qu'on va justement pas chercher finalement à les confronter à quelque chose dont on n'est pas forcément très sûr et qui risque d'être problématique et d'aggraver la situation autant pour nous que pour eux. Donc là, dans ce cas-là, je pense que l'événement est passé, il y a plus vraiment je vois pas vraiment de raison de lui en parler ou alors si vraiment ça doit se faire, c'est vraiment avec un souci, un tact, dire j'ai eu l'impression, toi quelles ont été tes impressions, mais vraiment avec une écoute et de pas forcer du tout d'imposer ces phénomènes. Je pense que c'est pour nous, ça fait partie aussi de l'intime. On n'est pas obligé de raconter tout le temps tout ce qu'on vit. C'est vrai qu'il y a le problème d'être perçu pour fou, mais il y a le problème aussi où ce sont nos ressentis, on ne peut jamais vraiment être sûr et on ne doit pas toujours être dans une logique de vérification quand ça concerne les autres en particulier. Ça rentre très bien dans le cadre du SMS que j'ai reçu là juste à l'instant. Deux fois déjà. De la prémonition peut-être, qui dit, ça n'est pas signé d'ailleurs, mais cette personne a écrit: j'ai la faculté de ressentir les choses mauvaises ou bonnes juste en observant les gens ou en leur serrant la main. C'est vrai que quand on a cette faculté, du moins que quand on croit l'avoir, il est difficile après avoir serré la main d'une personne, de dire tiens, vous allez avoir une mauvaise nouvelle, hein, dans la journée, ça va vous tomber, et puis redressement d'impôt, tout ça. Enfin bon, ça fait partie de l'intime, comme vous disiez, Renaud Évrard. Et là, dans ces cas-là, faut peut-être mieux se contenter de ne rien dire et éventuellement essayer de se renseigner, voir si ça se vérifie après. Mais bien sûr, les voyants professionnels ont une éthique. Ils ne parlent pas des maladies, de la mort. Certains refusent tout à fait des prémonitions ou des questions particulières. Ils travaillent finalement comme un psychologue clinicien aussi. Je pense que parfois ça peut être le même type d'interprétation très mal reçue, qui peuvent être très mal reçues. En tout cas, Clément, oui Pierre, une dernière précision. Oui, juste une petite précision comme ça. Si pour cette personne qui a ce ressenti, bon, mauvais, il n'est pas nécessaire d'attaquer le problème en bulldozer, brut de fonderie. Non, là c'est moi qui l'ai dit. Oui, mais enfin, si on pense non pas à la vérification. La vérification à ce moment-là a peu d'importance. Mais si on pense à la personne qu'on a en face, si on veut l'aider en quoi que ce soit, si on a une mauvaise impression par rapport à elle, on peut très bien lui dire mais comment vas-tu? J'ai l'impression que ça va pas très bien. Ça rentre dans le langage courant. On peut très bien utiliser le langage courant pour faire passer ça sous forme d'intuition, quoi. D'intuition, oui, tout à fait. Quelqu'un qui est mal, qui à un moment est mal pour quelconque raison, si on la connaît bien, si on la côtoie, si on la voit assez souvent, ou même pour d'autres raisons sur l'attitude générale de la personne, on peut ressentir qu'il y a un problème quelque part. On peut très bien lui poser la question en toute amitié, mais ça va? Oui, c'est vrai. Merci Clément en tout cas de nous avoir rapporté ces deux anecdotes et à très bientôt dans les Aventuriers de l'étrange. C'était avec grand plaisir. Je voudrais juste rajouter une petite chose. Bien sûr. C'est que
donc, comme je disais, il m'est arrivé d'autres phénomènes. Ça concerne plus la sensation à distance au même moment, et les MDE de la part de témoignages. Je fais vite fait entre parenthèses, il y a le bouquin de Raymond Moody que j'avais lu, qui disait à un moment, ça arrive beaucoup plus qu'on ne le croit, les fameux MDE. Bien sûr, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs. Ouais. Ah ben oui, c'est ce que j'avais entendu, c'est très bien. Ouais. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que c'est effectivement vrai, parce que encore une fois par hasard, j'en ai discuté avec des gens, et beaucoup de gens autour de moi en ont vécu, ils m'en ont parlé à moi parce qu'ils savent comment je suis, ils m'ont fait confiance. C'est d'autres domaines comme ça, j'aimerais qu'on en rediscute. Eh ben écoutez, avec grand plaisir Clément. Bonne soirée. Je peux rajouter une dernière chose vite fait. Très vite, parce que là on a l'autre personne qui nous attend. Allez-y. Alors excusez-moi, c'est vite fait. Est-ce que vous savez quand quelqu'un ne sait pas, il est plus apte à voir. C'est ce que je me disais pour Chistou, la personne que j'ai vue. C'est cette personne, j'ai pu la voir que moi parce que je savais pas qu'il est à l'hôpital. Les autres, sachant qu'elle est à l'hôpital, l'esprit, entre guillemets, se fermait à se dire, il ne peut pas être là, inconsciemment, l'esprit se ferme à ça. Et moi, ne sachant pas, ne sachant pas qu'il était pas là, voilà, j'avais un petit peu cette analyse. Voilà, c'était juste cette analyse-là que j'avais. Oui. Voilà. Ça me semble un élément intéressant, qu'on pourra développer. J'espère participer un jour à l'émission, en tout cas. Eh ben écoutez, avec grand plaisir. Là, c'est déjà fait de toute façon. Eh ben oui, voilà. Merci Clément, bonne soirée. Merci à vous tous, au revoir. Au revoir. Dans quelques instants, au 0826 300 300, vous savez que vous pouvez nous appeler. Marion est au standard, elle attend vos appels si vous avez vécu quelque chose de l'ordre du paranormal. Pierre Massias du site psylande.org et Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International sont en ma compagnie pour vous aider à voir plus clair dans ce que vous avez vécu. Dans quelques instants, après une pause, Victor va venir nous rejoindre et Victor qui nous a dit, il est un peu plus vieux maintenant, donc c'est passé, tout va bien pour lui, merci, qu'à 33 ans, il a toujours eu la sensation très nette qu'il allait avoir rendez-vous avec la mort. Sud Radio, les aventuriers de l'étrange. 0826 300 300, notre standard est à votre disposition. Vous pouvez également me contacter par SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, votre texte, et vous l'envoyez au 71 200. Victor, bonsoir. Bonsoir, Louis. Merci d'être avec nous. Vous le savez, je suis en compagnie de Pierre Massias et de Renaud Évrard qui sont tout à votre écoute. Et je disais tout à l'heure, puisque c'est comme ça que vous m'avez présenté un petit peu ce que vous aviez vécu, que depuis tout petit, enfin vous allez nous préciser ça à partir de l'âge de 15-16 ans. À partir de l'âge de 15-16 ans, vous étiez intimement persuadé qu'à 33 ans, vous aviez rendez-vous avec la mort. 30 ans. 30 ans. Alors, racontez-nous comment ça a commencé d'abord. J'étais au Chili, à l'âge de 15 ans. Je disais toujours à mes parents, voilà, il faut fêter parce qu'il me reste encore 15 ans à vivre. Je savais, il y avait la conviction de ne pas pouvoir fêter mon anniversaire de 30 ans. Au départ, on rigolait. Plus on s'approchait à la date, les gens ils me regardaient un peu de travers parce que même à ma compagne, qui est ma femme, je racontais ça. Les gens ils se demandaient qu'est-ce qu'il y avait des vrais, tout ça. C'était compliqué. Mais comment c'est arrivé qu'à partir de l'âge de 15 ans, c'était quoi? C'était un rêve? C'est justement, c'est très difficile. Maintenant, je reviens un peu en arrière depuis que je vous ai téléphoné pour me rappeler un peu de tout ça. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui m'arrivent dans le quotidien, pas tous les jours, heureusement, entre le rêve et la prémonition tout courte. Ça veut dire qu'à l'âge de 15 ans, je ne sais pas trop bien si c'était un rêve. Un jour, je me suis levé avec cette idée-là. Comme une autre fois que je me suis levé à 5h30 du matin, je ne vais pas me lever à 5h30 du matin, mais mon fils est parti au travail, et puis je le regarde sur la porte, j'ai fait attention, et j'avais une idée, je ne sais pas si c'est de mon sommeil, on me réveillant, dès que mon fils allait voir un accident. Et puis une heure et demie plus tard, il me téléphone qu'il était dans un talus, que c'était pas rien de physique pour lui, mais que la voiture, il avait fait plusieurs mètres dans le talus, tout ça, et cette idée, quand j'avais 15 ans, que je n'allais pas fêter mon anniversaire de 30 ans, c'était entre le rêve et la prémonition. C'est difficile, c'est entre les deux. Un passage entre les images, il ne me revient pas très vite, très clair, mais dans l'intérieur de moi-même, je sais qu'il va arriver quelque chose, et puis des fois, je n'ose même pas le raconter.
fois, c'est des choses que je pressens, qui sont pas très, très sympas. Mais bon, finalement, aujourd'hui, je vis avec. Ouais. Alors, Victor, là, vous avez quel âge? 50 ans. Bon, ça va, c'est passé, très bien. Alors, allez-y, racontez-nous. Alors, à 15 ans, je disais, voilà, à 30 ans, je fêterai pas mon anniversaire. J'ai un rendez-vous avec la mort. Et puis, à 29 ans, le dernier anniversaire, on était avec ma femme, on était déjà avec mon fils, avec mes parents. Et puis, tout le monde me disait, voilà, tu vas pas nous sortir encore cette idée qu'il te reste un an de vie. J'ai dit, je sais pas, c'est pas un an de vie peut-être, mais j'ai un rendez-vous. Et le jour qu'ils avaient fêté mes 30 ans, on était tous ensemble, sauf la grand-mère de la part de ma mère, une personne que j'aimais beaucoup attachée parce qu'elle était espagnole. Il avait vécu beaucoup de choses un peu parallèles par rapport à ce qu'il avait vécu avec Pinochet, elle avec Franco. Et puis cette dame qu'on l'attendait, qui la veille, on l'avait vue en pleine forme, qui devait venir manger avec nous à midi. Ouais. Le gâteau, il était fait, mes collègues des facs, mes amis des facs, ils étaient avec moi, la famille et tout ça. Vous étiez dans quel état d'esprit? Parce que depuis l'âge de 15 ans, donc, vous vous êtes trimballé, si j'ose dire, cette espèce de fardeau en disant 30 ans, j'ai rendez-vous avec la mort. C'est quand on fête son anniversaire de 30 ans et qu'on se prépare à le fêter et qu'on est persuadé qu'il y a ça, vous étiez dans quel état d'esprit? J'étais un peu rassuré par ma mère qui me disait que j'étais né le matin, à 10h30. Oui. Il était déjà midi et quart. Il m'a dit, voilà, tu vois, tu viens d'avoir tes 30 ans, tout va bien, on rigolait, on était dans cette là, et puis on prenait ça un peu à la rigolade. Bon. Sans plus. Alors quand on voyait qu'il était midi et demi, 1h moins le quart, 1h, et que tout le monde avait rendez-vous pour midi et demi, c'était un samedi, pour manger ensemble, et que cette grand-mère, il n'arrivait pas. Et je suis allé la chercher dans la ville proche à laquelle j'habitais, à quelques minutes en voiture. Et sa maison était fermée, c'était une RPA, une résidence des personnes âgées. Et puis, je suis revenu à la maison, j'ai dit comment il marche à pied, cette grand-mère. Et souvent, il faisait le travail à pied, je la retrouvais sur la route. Oui. Et je suis revenu à la maison, une fois de plus, on ne la voit pas. Là, on commence quand même à s'inquiéter. Et puis, j'ai demandé à la gardienne, à la personne qui s'occupe de cette résidence des personnes âgées le samedi, de me donner une clé pour pouvoir aller voir si la grand-mère, il arrivait quelque chose, ou s'il était parti, essayer de comprendre un peu. Et au moment qu'on ouvre cette porte, je me trouve avec la grand-mère décédée, qui était habillée, prête à partir, avec son sac à la main, et qui, quelque part, on était prête à venir à mon anniversaire. Bien sûr. Et là, j'ai compris tout à fait, tout de suite, que ce que j'ai porté depuis 15 ans, c'était pas sur moi qu'elle laissait passer, mais que j'allais pas pouvoir fêter vraiment mes 30 ans. Alors, vous savez, après, on arrive à la maison, les amis partent, le gâteau il passe sur le côté. Évidemment. On avait tout fêté cet anniversaire. Mais c'est quand même étonnant. C'est quand même... Et des choses comme ça, bon, il y a quelques choses qui sont beaucoup plus drôles quand même, heureusement. Bien sûr. Qui peut m'arriver, mais bon, et des fois, je pressens des choses, j'ai des prémonitions, des sommeils un peu prémonitoires, mais c'est ça le problème, c'est mon problème. Je ne sais pas si c'est à mes réveillons que c'est l'idée qui me vient à ce moment-là, ou c'est quelque chose que j'ai rêvé. Je me souviens rarement des sommeils, des rêves. Ouais. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous aviez vu juste, c'est que à 30 ans, vous avez eu effectivement rendez-vous avec la mort. Et que je n'ai pas pu fêter mon anniversaire. Un bien triste rendez-vous, et vous n'avez pas pu effectivement fêter votre anniversaire. Il y a 15 ans, je ne connaissais pas cette grand-mère, parce que je l'ai connue à l'âge de 22 ans. Ça veut dire que depuis 8 ans, c'est la grand-mère de ma femme. Ouais. Et comme je dis, on a eu une complicité énorme. C'était quelqu'un que j'ai adoré, que j'ai admiré. Et puis, à un moment que j'avais cette idée à l'âge de 15 ans, je ne connaissais même pas cette dame non plus. Ben oui. C'est comme quand je vous expliquais que l'autre jour, mon fils, il partait le matin, j'avais pas à me réveiller cette heure-ci parce que je travaille la nuit, je me couche à 2h du matin, je me lève plutôt à 10h du matin. Il n'a pas fait des bruits, je me suis levé, je les vois partir, et je l'appelle, je lui dis fais attention à la route. Et puis je me suis même pas couché, je pris un café, et je savais qu'il y avait quelque chose qui allait arriver. J'ai pas voulu réveiller ma femme. Ouais. Et 3/4 d'heure après, 1 heure après, il y a mon fils qui m'appelle en disant qu'il était dans son statut. Vous étiez à ce moment-là, lorsque vous étiez en train de boire votre café, intimement persuadé qu'un événement allait se produire. Vous ne saviez pas exactement quoi, mais c'était dans vos tripes, quoi. Je veux dire, vous le saviez. Je savais que mon fils, il avait forte chance ce matin-là d'avoir un accident. Bon, les conditions climatiques, il n'était pas très bonnes, de verglas, en hiver.
Mais bon, j'étais presque convaincu qu'il allait arriver. J'attendais. Et quelque chose de plus drôle. Bon, je vais vous raconter, ça fait quelques années en arrière, 8 ans en arrière. Oui. Il y a ma femme, j'ai rêvé que j'avais gagné le loto. Et je les donne même un chiffre. Ah, ça, c'est bien. Voilà, 230 000 francs à l'époque. D'accord. Ah oui, ce qui est énorme quand même. Ouais. À l'époque, c'était une bonne petite chiffre. Ah J'ai dit, mais le plus rigolo, c'est que dans mon rêve, j'avais gagné le loto, j'allais toucher le loto, et puis la personne me disait, vous êtes un gagnant, vous avez le ticket gagnant, mais vous n'êtes pas inscrit parmi les gagnants. Moi, j'ai dit, non, c'est pas possible. Si c'est marqué là, il m'a dit, non, nous avons une liste déjà à l'avance, et vous n'êtes pas parmi les gagnants. 2 jours plus tard, il y a mon employeur, le directeur d'une grosse boîte à laquelle je travaillais, il s'est trompé dans une virgule. J'ai encore le bulletin de salaire, et j'ai le virement qui a été fait de la part de mon employeur. Et l'employeur, il s'est trompé, à la place d'envoyer 23 000 et quelques euros, 23 000 et quelques francs des salaires, il a envoyé 238 000 francs. Et il a fallu qu'il fasse ça. Vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, il y a des phrases avec lesquelles ça me fait rigoler. Bon, j'ai jamais pu deviner les 5 bons numéros du loto, ni la réussir, c'est dans l'ordre. Mais c'était cette histoire-là qui est arrivée 2 jours après. Ma femme, il revenait pas. Il dit, voilà, tu m'as donné une chiffre, tu m'as dit à l'époque 23 briques qu'il avait gagné, et puis 2 jours après, et au moment que c'était passé, le virement, il était même pas fait. Oui. C'était le lendemain. Je me suis réveillé un lundi matin, avec cette histoire. Mon employeur, il a fait les virements le mardi, l'entreprise dans laquelle il y avait plus de 150 salariés. Alors, je sais pas comment ils sont faits, que finalement, cet argent, il s'est trouvé dans mon compte. Mais jeudi matin, quand j'étais prévenu, il a fallu qu'il fasse un chèque pour rembourser. Oui, quand même. Environ 200 000 francs à mon employeur. Vous voyez, et oui, donc vous, comme dans votre rêve, effectivement, vous avez gagné au loto. Mais j'étais pas dans la liste des gagnants. Mais vous étiez... Il y avait des bons numéros parce qu'il avait mon bulletin de salaire. Il était bien marqué ça. C'était la virgule qui était partie d'un côté. C'est beaucoup plus drôle que l'histoire des mécanismes. Ah, tout à fait. Vous voyez, oui. Mais bon, alors, je vis avec ça aujourd'hui. Un jour aussi, je conduisais un camion, je savais qu'il allait y avoir un accident. J'ai eu 2 accidents ce matinée-là et j'ai arrêté de travailler à midi avec un autre véhicule qui est dans une région parisienne. Il rentre à l'arrière de mon camion. J'étais pour rien. 150 mètres plus loin, il y a un bus qui m'a coupé la route et puis il ne sait pas pourquoi il ne s'est pas arrêté dans les stops. Et au bout de ces 2 accidents, au bout de 1h30 de conduite, j'ai pris la décision de ne plus travailler ce jour-là. Et j'étais convaincu le matin, c'est à ma femme, aujourd'hui, j'ai un pressentiment qu'il va m'arriver un accident avec mon poids lourd. Vous voyez, c'était... Oui, tout à fait. Alors, des fois, des explications, je ne cherche pas trop, mais bon... Mais, Victor, est-ce que ça vous arrive souvent? Il y a une fréquence ou alors c'est vraiment de temps en temps C'est de temps en temps. Et c'est jamais que je pars. C'est la première fois que j'ose vous téléphoner parce qu'il vous en coûte. Souvent, quand je viens de mon travail le soir, je dis voilà, c'est des témoignages, bon, il faut positiver la chose. Alors, c'est pour ça que j'ai tenu à témoigner. Mais à contrario, là, Victor, vous nous avez raconté des choses difficiles, le décès de votre grand-mère, le jour de l'anniversaire de vos 30 ans, chose beaucoup plus drôle, évidemment, avec cette histoire de j'ai gagné au loto, mais je suis pas sur la liste des gagnants, et ça s'est produit effectivement à travers votre bulletin de salaire et cette erreur de virgule. Mais est-ce que toutes ces choses vous concernaient, vous ou autour de vous, d'une manière très proche? Ah oui, exactement. Est-ce que c'est toujours dans ce cadre-là ou vous avez des pressentiments qui concernent des gens qui vous sont, je sais pas moi, avec qui vous n'avez pas de relation affective particulière, un collègue de boulot On s'alentoure de moi et avec les personnes qui j'ai présentées. Moi, j'ai vu mon père il était malade, il était à l'hôpital. Et les jours que je l'ai quitté un samedi, j'ai dit à ma femme, c'est la dernière fois que je verrai mon père vivant. Il m'a dit non, t'inquiète pas, il va être repéré lundi, tout ça vient de passer. Je devais y aller le lundi matin, mais malheureusement, je n'ai pas pu y aller parce qu'il y avait des obligations de travail. Et quand je devais partir à 5h après-midi, quelques minutes auparavant, ils m'ont téléphoné en disant qu'il avait décédé pendant l'opération. Et ces jours-là, le samedi matin, j'ai dit à tout le monde, j'ai le pressentiment que je voulais même pas les dire parce que je pense que quand je dis les choses, ils vont se réaliser. Alors, des fois, j'essaye de garder certaines prémonitions. Bon, après, je cherche pas trop s'ils vont s'évanouir ou pas, mais j'ai cette impression-là que quand je raconte à quelqu'un que quelqu'un est témoin, là, les choses, ils se passent beaucoup plus facilement et dans beaucoup plus de cas des fois. Vous voyez, c'est des petites choses comme ça, mais toujours, ça concerne avec des personnes de mon entourage. Oui, de votre entourage proche. Des choses qui vont m'arriver directement à moi.
Renaud Évrard, que pensez-vous du témoignage de Victor? On va commencer par cette première histoire qu'il nous a racontée à partir de l'âge de 15 ans, être persuadé que, à 30 ans, il avait rendez-vous, le jour de son anniversaire de 30 ans, il avait rendez-vous avec la mort. Oui, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ont, pas forcément, on va pas forcément le dire autour d'eux, comme là ça a été le cas. Mais on peut parler d'une superstition, hein, parce que ça peut aussi être compris comme ça. Il faut savoir que des personnes comme Freud avaient déterminé plusieurs fois la date de sa mort. Bon, il s'est toujours trompé, mais ça arrive. On peut comprendre qu'à l'adolescence, ou pour n'importe qui, finalement, c'est aussi un moyen de régler la question de la mort au niveau psychique. On l'a fixé, on la contrôle, il y a un sentiment de puissance par rapport à ça, de magie. Donc c'est aussi on a tous une angoisse de la mort et c'est peut-être une façon aussi de la résoudre. Après, dans ce cas-là qui nous est présenté par Victor, c'est vrai qu'on a une coïncidence le jour de la mort où finalement la prémonition se réalise, mais pas dans le sens du tout où on l'avait entendu, quoi. Ouais. Il y a un vrai déplacement tout à fait typique. Mais peut-être dû à l'interprétation de Victor lui-même. Enfin, il a ressenti que la mort allait être présente, comme il le dit si bien finalement, tout est résumé dans cette phrase. Le jour de mon anniversaire des 30 ans, j'ai rendez-vous avec la mort. Donc ça veut tout dire et rien dire. Je ne fêterai pas mon anniversaire. Comment ? Et je ne fêterai pas mon anniversaire. Voilà, et je ne fêterai pas mon anniversaire. Je vais mourir à l'âge de 30 ans. Voilà. Ça, je ne l'ai jamais dit. Oui. Quelque part, je pouvais les croire, je pouvais les laisser penser. Les gens autour de moi, c'est ce qui angoissait, c'est ce qui pensait ça. Mais j'ai jamais dit, je vais mourir à 30 ans. J'ai un rendez-vous avec la mort, je ne pourrais pas fêter mon anniversaire à l'âge de 30 ans. Voilà, ouais. C'était ce que je savais qui pouvait arriver. Tout à fait. Et c'est une ambiguïté qui est typique des prophéties, qui laisse toujours finalement, enfin c'est très amusant comme façon de laisser toujours la possibilité pour que ça prenne un autre sens, pour qu'il y ait une sorte de jeu de mots, tout ça. En même temps ici, comme avait dit Victor, il y a des éléments intéressants du fait qu'il connaissait pas encore cette grand-mère à cette époque, donc c'est vraiment une prémonition très très loin dans le futur, une sorte de coïncidence avec vraiment le destin, quoi, le rendez-vous avec le destin, point de vue comme si sa vie était déjà écrite et qu'il pouvait rejoindre les bouts d'un côté à l'autre. Et il n'a pas pu, lui, provoquer, parce que parfois il y a des prophéties qui s'autoréalisent. On va finalement, on dit qu'on va avoir un accident et puis on provoque ou on réagit mal et voilà et on peut le réaliser. Alors que là, il y est pour rien, mais rien du tout, quoi. Le jour qu'il pensait qu'il allait avoir un accident de poids lourd et que je voulais pas aller travailler. En plus, j'étais à mon compte, je rappelais faire le matin, je dis non, je vais y aller en avant. Les deux véhicules qui se sont, à un intervalle d'1,5 km, qui sont venus se trouver à côté de mon véhicule et l'autre derrière mon véhicule, à deux accidents différents, j'étais pour rien. J'avais aucune faute de conduite et... Oui, ce n'est pas vous qui, de manière inconsciente, l'avez provoqué, quoi. Cet accident-là. Ouais, tout à fait. Ouais. Et que pensez-vous, Renaud, de ce qu'a vécu Victor aussi, rentrer à 2h du matin et là se relever tout d'un coup à 5h30, à l'heure où son fils part au boulot, avec ce sentiment et n'allait même pas se recoucher, attendre finalement à côté du téléphone qu'il sonne pour lui apprendre une nouvelle qu'il connaissait déjà. Ouais, c'est l'instinct paternel. Ouais. Il y a de ça aussi. Il y a tellement de témoignages de ce côté-là. C'est vrai qu'il faudrait investiguer, mais le comme vous avez dit, le lien affectif, le lien parental, et tout ça peut jouer pour cette angoisse. Parfois, ça sert à rien, c'est des inquiétudes dans le vide, mais effectivement, on a beaucoup de fois des témoignages de vraies coïncidences. Et on s'est testé beaucoup au niveau des mères qui ont des jeunes nourrissons, parce que là, ça semble tout à fait exacerbé, en fait. Ouais. Alors, en revanche, la dernière anecdote que nous a raconté Victor, le coup de je vais gagner au loto, mais bon, je suis pas sur la liste des gagnants, et qu'il donne le chiffre exact de ce qu'il a retrouvé sur son compte, on va dire par exemple 239 000 francs, alors que il devait toucher 23 900 francs, et puis bum, la virgule a été déplacée d'une case, et du coup il se retrouvait comme s'il avait été gagnant du loto, en donnant le chiffre exact. Ça c'est fabuleux quand même. Oui, alors faut voir à quel moment le chiffre a été inscrit, communiqué, si ça a vraiment pu avoir une trace de ça,
même parce que sinon c'est vrai qu'on rêve souvent au loto, quoi. Enfin, non, moi jamais, non, loto, non. Non, mais c'est vrai que c'est encore un cas étonnant, et puis c'est bien, ça montre aussi qu'il y a peut-être des prémonitions positives dans ce cas-là, ou alors il y a toujours, même si c'est déformé, on n'a jamais l'information tout à fait exacte de ce qui va vraiment se passer, mais... Ouais. Pierre. Oui, beaucoup de choses. Il y a énormément de choses dans ce que nous a raconté Victor. Il y a des choses, des événements qu'on peut interpréter à travers des prémonitions. Il y en a d'autres pour lesquels ce serait plus difficile. Déjà à propos du gain à propos du loto. Ouais. Pour ma part, récemment, mon employeur m'a viré 2 fois mon salaire. Ça a été une erreur générale sur la société. Ça fait pour tout le monde 2 fois le salaire. On m'a pas rapporté que quelqu'un ait eu une prémonition d'un gain au loto. Hein. On a aussi, il a fallu le rendre. Ouais, dommage. Bon, c'était dommage. Mais bref, ça arrive pas souvent dans la vie de quelqu'un. Et puis quand on en rêve, on en rêve au préalable une fois, au moment où ça se produit, ça pose question. Oui. Là, Victor n'avait aucun élément pour anticiper l'événement. De la même manière, quand il avait 15 ans, qu'il rêve de cette journée, de cet anniversaire qu'il ne pourra pas fêter, à l'époque, il n'avait aucun élément concret qui puisse l'amener à cet événement. Oui. Il ne connaissait pas sa grand-mère, il ne l'a rencontrée qu'à l'âge de 22 ans, enfin, etc., etc. Oh, oui, même s'il l'avait connue à l'époque, je vois pas comment il aurait pu prédire la chose. Oui, tout à fait. Par contre, dans le décès de votre père Victor, là, vous étiez en contact avec lui. Donc, la prémonition a pu se produire, pourquoi pas, mais à partir du moment où il y avait contact, il y avait un échange d'informations entre vous et lui. Il y avait, disons que l'issue fatale pouvait être ressentie, on peut imaginer du moins. Pouvait être envisagé très sérieusement, de toute façon. Voilà, que l'issue puisse être... donc, comme pour son fils quand il part au boulot, mauvais temps, route verglacée... Alors, encore une fois, alors là, au niveau de l'accident est quelque chose pour lequel la personne qui prédit l'accident n'a pas d'éléments concrets. Il y a des risques d'accident, mais il n'y a pas de certitude, il n'y a pas d'éléments. On voit pas comment on pourrait dire tel jour, parce qu'il neige, parce qu'il y a du verglas, il va y avoir accident. Il y a plein de jours où il n'y a pas d'accident, où il y a du verglas et où il n'y a pas d'accident. Fort heureusement. Donc, là, on va peut-être jouer un petit peu sur la statistique et demander à Victor si ça lui est arrivé de prédire un accident, ou de le ressentir du moins, et qu'il ne se passe pas, et que ça ne se produise pas. Victor. Non, c'est très rare. Les prémonitions que j'ai ressenties, que je vous explique, c'est pas tout le temps, heureusement, c'est pas tous les jours. Heureusement, et des fois, je dirais que l'effet que je raconte cette prémonition, il va, je sais pas si on dit en français, exorcer, ou qu'il va réaliser cette prémonition. Alors des fois, je ne raconte pas, et des fois je me trompe, des fois j'ai un pressentiment de quelque chose, je ne le dis pas, et bon, mais c'est à 80% des fois, malheureusement, heureusement, ça se réalise. Ouais. Vous êtes né avec cette espèce de sensibilité, Victor, ou c'est arrivé sur le tard? C'est la première fois, c'était à 15 ans. C'était à 15 ans, c'était avec des histoires de la rendez-vous avec la mort. Il n'est pas fêté les 30 ans. Ouais. Et des fois, c'est vrai que il y a des moments dans lesquels je suis très fatigué, beaucoup de travail, je n'y pense à rien, ça arrive rien. Et des moments là dans lesquels je suis le plus bien en équilibre entre le physique et le spirituel, on va dire ça comme ça. C'est là que ça peut arriver, que je peux ressentir des choses. Ouais. Mais depuis l'âge de 15 ans, ça s'est déclenché avec cette histoire d'anniversaire que vous ne fêteriez pas. Et depuis ce jour-là, vous avez je ne sais pas comment cette faculté de ressentir les choses. Et je ne peux pas savoir si c'est vraiment en sommeil, parce que c'est souvent le matin quand je me réveille que j'ai cette idée-là dans la tête. Mais à chaque fois que je rêve, je me rappelle rarement de mes rêves. Et puis des fois, je pense que c'est une amalgame entre la prémonition tout courte et puis le réveil suite à un rêve prémonitoire. Vous ne réussissez pas à faire la différence entre les deux, en fait. Je ne pourrais pas faire la différence aujourd'hui, je ne pourrais pas vous dire.
Alors que Pierre, le rêve prémonitoire, pur et dur, je dirais le cas classique, quand les gens nous en ont rapporté, et Dieu sait s'il y en a beaucoup qui l'ont vécu et qui sont passés dans cette émission, pour eux c'était évident que ce n'était pas un rêve comme les autres. Ils se réveillaient avec cette espèce de certitude. Oui, quand on se souvient du rêve, il a une puissance, une force qui a force de certitude. Maintenant, dans ce genre de phénomène, comme dans tout phénomène de la nature, il peut y avoir plusieurs modalités d'apparition ou d'observation du phénomène. Ça ne me paraît pas inimaginable. Ça pourrait être intéressant de lancer une investigation là-dessus pour quelqu'un qui ne se souvient pas de ses rêves, de prendre conscience d'un événement prémonitoire vu en rêve, d'en prendre conscience au moment du réveil, au moment où particulièrement on se souvient du rêve. Bon là on va pas se souvenir du rêve, on va se souvenir on va garder en soi cette impression, une impression forte et avec quelques éléments diffus du rêve. Alors je parle de modalités, de différentes modulations du phénomène. C'est comme par exemple dans la durée. Plus on s'éloigne dans le temps, plus la prémonition est rare. Enfin, disons que les prémonitions rapportées sont de plus en plus rares au fur et à mesure quand elles sont éloignées. Là, par exemple, dans sur 15 ans, c'est Là, sur 15 ans, c'est particulièrement rare. Donc, Victor me paraît encore une fois, alors Victor citait un taux de réussite de 80%, c'est extrêmement difficile à estimer comme ça. Lui va avoir ce sentiment. Il faudrait reprendre l'ensemble des événements de ce type-là qu'il a vécu, établir la part de ce qui était qu'on pouvait deviner ou pas, etc., pour améliorer ce pourcentage. Mais en tout cas, globalement, Victor me paraît être tout à fait dans la situation de l'apparition du psy un petit peu dans la vie courante. On ne sait pas trop comment ça se produit et le psy répond un petit peu à une nécessité du moment et apparaît en fonction de l'état dans lequel on est. Quand vous dites le psy, c'est-à-dire le phénomène paranormal qui se déclenche. Tout à fait, PS, c'est ça, voilà, c'est ça. Donc là, j'ai un petit peu perdu le cours de... Non, il se produit lorsque la personne est en adéquation avec la production du phénomène. Donc voilà, c'est une fois de temps en temps, c'est pas régulier, et puis voilà. Et chez Victor, en partie, encore dans ce cas spécifique, il y a cette notion de rêve et de prise de connaissance de l'information au moment du réveil, mais qui a priori est apparue pendant le sommeil, pendant le rêve. Il nous a dit qu'il était plus susceptible de ce genre d'événements quand il était dans une attitude détendue, moins stressée. Et c'est typiquement ce qu'on va rechercher dans l'expérimentation à obtenir, c'est-à-dire l'état modifié de conscience. L'état modifié de conscience, l'état détendu, le stress, d'éliminer le stress pour faire apparaître ce phénomène. Donc le discours de Victor va dans le sens de ce qu'on connaît sur l'apparition du psy et sur l'éventualité de la prémonition. À partir de l'âge de 15 ans, Victor, vous vous êtes retrouvé avec cette faculté. Bon, voilà. vous vivez très bien avec, et c'est tant mieux, c'est le principal d'ailleurs. Aucun problème, et c'est toujours le matin, comme on dit, notre invité, toujours le matin. Et aujourd'hui, je vois le bon côté de la chose, et puis aujourd'hui, j'ose parler, parce que j'avais parlé toujours à un comité restreint, à ma compagne, à mes parents, à ma famille proche, et aujourd'hui, c'est la première fois que je hausse un peu de raconter ça, parce que des fois les gens ils vous regardent un peu à travers quand vous racontez ça. Est-ce que c'est vrai, c'est pas vrai? Et idéalement, on garde ça pour ça. Et vous faites bien, Victor, parce que ça aide ceux et celles qui nous écoutent et qui n'osent pas en parler, même des fois à leurs proches, de peur de passer pour un fou. Ça les aide à comprendre qu'il y a d'autres personnes comme vous qui ont vécu la même chose. Merci en tout cas, Victor. Je vous souhaite Je vais pas faire une prémonition, mais je vais vous souhaiter que cette émission ne dure pas longtemps. C'est parce gentil. que c'est vraiment, ça donne des réponses à des fois à des choses qu'on n'ose pas questionner ailleurs. Et ça permet de témoigner à des personnes qui n'osent pas témoigner à un autre moment, parce que là, vous en avez des gens qui connaissent le sujet, et ça nous met en confiance de pouvoir aller vous raconter tout ça. Merci beaucoup, Victor, en tout cas. Vous, en tout cas. Merci.
Bonne soirée. Dans quelques instants, nous allons découvrir un autre témoignage. Vous savez qu'il y a quelques semaines, dans cette émission, je vous ai proposé de vous envoyer un secret pour passer le feu. Donc, on a eu quelques centaines de lettres qui sont parvenues, de mails également, qui sont parvenues à Sud Radio, sur mon bureau des aventuriers de l'étrange. Nous avons répondu à tout le monde, Pierre Massias et moi-même, et nous avons eu un premier retour de quelqu'un qui a eu l'occasion d'utiliser ce secret pour passer le feu. Ce sera l'occasion de faire un petit peu le point sur cette expérience que nous avons proposée. On se retrouve juste après la pause. Le temps pour moi de vous dire que vous pouvez nous envoyer des mails, des SMS. Vous tapez Sud sur votre portable, vous rédigez votre texte et vous l'envoyez au 71 200. Ou vous pouvez nous appeler au 0826 300 300. Marion est au standard pour recueillir vos appels. À tout de suite. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Vous le savez, il y a quelque temps, je vous ai proposé de vous envoyer un secret pour passer le feu, qui consiste en une prière et un certain petit rituel à accomplir sur la plaie qui a été sur la partie de peau qui a été brûlée. Vous avez été nombreux et nombreuses, on a reçu quelques 250 lettres pour vous renvoyer ensuite ce secret pour passer le feu, mais charge à vous de l'utiliser, et quand vous allez l'utiliser, bien entendu, de nous donner le résultat, de m'appeler, soit de m'envoyer un mail, soit un petit coup de fil ou un mot directement pour nous dire si ça a marché ou pas marché, bien entendu. Et le premier à répondre, c'est Marc qui nous appelle de l'Aude. Bonsoir Marc. Bonsoir. Alors, vous êtes sapeur-pompier, oui, cher Marc, et vous faites partie de ces quelques 250 qui nous ont demandé à recevoir la prière pour passer le feu. Oui. Première question que j'ai envie de vous poser, c'est quand vous avez reçu la lettre, vous étiez anxieux et un petit peu excité en se disant tiens super, je vais pouvoir ou alors bon, vous l'avez mise dans un coin, ça s'est passé comment? Eh ben déjà je l'ai reçu par mail. Oui. Donc oui, j'étais content de le recevoir parce que ça a été rapide. Ouais. Par rapport à la date où je l'avais demandé. Et je l'ai recopié aussitôt, et je l'ai mis dans mon portefeuille, j'ai dit au cas où, je l'aurai sous la main. D'accord. Et quand vous l'avez découvert, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Est-ce que vous avez dit tiens, c'est que ça, ou alors ah bon Exactement, oui. J'ai dit tiens, c'est quelques mots. Ouais. Et ça paraissait pas vraisemblable, disons. Ouais, d'accord. Donc un petit peu sceptique au départ, quand même. Un petit peu sceptique, tout à fait. Ouais. Alors qu'est-ce sceptique, mais je crois quand même à ce genre de choses. Donc je dis pourquoi pas. Donc il n'y a pas de raison. Voilà, donc j'ai mis sous le coude, comme on dit, pour le voir au cas où. Alors, vous nous avez bien dit, vous l'avez mis dans votre portefeuille, ce qui fait que vous le portez tout le temps sur vous, finalement. Quasiment, oui. Quand je m'éloigne de mon domicile, oui, tu es toujours avec moi. Ah, d'accord. Alors, Marc, racontez-nous ce qui vous est passé. Eh ben, donc, j'étais en train de bricoler chez moi. Je faisais de la soudure. Et malencontreusement, en jetant le reste de la baguette, la peine de baguette, qui était tout rouge de soudure, j'ai posé la main dessus. Oui. Donc forcément, de faire rouge sur la main, ça fait pas du bien. Non, je suis d'accord avec vous. Oui. Et donc aussitôt, premier réflexe, j'ai mis la main sous l'eau froide, j'ai laissé couler quelques minutes pour refroidir la brûlure. Mais la douleur était toujours là. Ouais. Donc c'était pas bien grave, il y avait une cloque, c'était pas une brûlure grave. Mais la douleur était là. J'ai dit tiens, c'est vrai que j'ai pensé de suite à cette formule, à ce secret. J'ai dit je vais l'essayer sur moi parce que bon, il n'y a pas de raison. Ça coûte rien de le faire. Tout à fait. Et donc aussitôt, je me suis avancé à mon portefeuille, j'ai récupéré la formule. J'ai fait exactement ce qui était prévu. Et puis disons 10 minutes après, plus de douleur, indolore complètement. D'accord. Et donc très stupéfait. Et content, j'ai dit tiens, ça marche, et alors est-ce que ça marche avec tout le monde? Est-ce que ça va marcher sur les autres? Je ne le sais pas, sur moi ça a marché. Bon, vous n'avez pas essayé de brûler quelqu'un pour voir si ça marchait? Non, je plaisante. Non, je le ferai pas. Je plaisante, Marc.
Cela étant, vous êtes sapeur-pompier, c'est ça? Tout à fait, oui. Donc vous êtes confronté malheureusement, j'imagine, assez régulièrement à des accidents, à des gens qui sont en état de choc, stressés, voire même peut-être des fois avec quelques brûlures. Tout à fait. Et ça arrive régulièrement. Vous avez l'intention d'essayer, peut-être sans rien dire, d'essayer pour voir si vous pouvez les soulager ou pas? J'essaierai, pas sans rien dire, ce sera avec le consentement de la personne. Tout à fait. Ouais. Mais je proposerai mes services en stipulant que peut-être ça ne marchera pas, quoi. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous en retirez, vous, finalement, en conclusion de cette petite expérience? Eh bien, je suis très content que ça ait marché, et j'espère qu'une chose, c'est que je puisse soulager d'autres personnes, quoi. Que je puisse soulager des gens qui souffriront de brûlures. Ouais. Et je sais pas, peut-être faire du bien, quoi. Ouais. Est-ce que dans votre famille, il y avait des gens qui avaient des parents proches, je parle, oui, qui avaient une capacité quelconque ou pas? Je vous pose la question pour essayer de commencer à voir si on peut avoir, vous savez, une personnalité type qui peut l'utiliser ou pas, quoi. Voilà, ouais. Eh ben, pas à ma connaissance. Non, je me suis un peu renseigné parce que c'est pas un sujet qui me passionne, mais c'est un centre d'intérêt. Et donc j'aime bien ce genre de choses. Je me tiens informé. Il y a plein de gens que je connais qui ont ce genre de pouvoir d'arrêter le feu, ou d'autres de soulager des douleurs articulaires. Donc c'est des choses qui m'intéressent et qui m'intéressaient aussi de pouvoir savoir le faire. Donc chose faite pour le feu. Et à voir si ça continue sur d'autres personnes. Mais non, de mémoire, non, j'ai pas de famille proche qui détenait ces pouvoirs-là. Ouais, très bien. Donc voilà, on va commencer comme ça avec des témoignages comme le vôtre à peut-être réussir, si c'est possible, de réussir une sorte de portrait robot comme ça de personnes avec qui ça peut marcher, d'autres pas. On ne sait jamais. Est-ce que vous avez l'intention, par exemple, de le confier à un ami ou à un proche pour lui dire, bah tiens, essaye toi aussi si l'occasion. Oui, je l'ai fait déjà. Ouais. Je l'ai fait déjà à un proche qui, lui, soulage les douleurs, mais ne soulage pas le feu. D'accord. Un ami, oui, qui a cette faculté et qui m'a déjà soulagé de quelques douleurs. Ouais. Et je n'ai parlé, j'ai dit, tiens, j'ai eu cette formule en écoutant Sud Radio. Ouais. Il m'a dit, ça m'intéresserait de la voir. Et j'ai dit, écoute, elle a été efficace sur moi-même, ça a été efficace, et je lui ai donné, quoi. Donc peut-être qu'il y aura un retour de sa part aussi. Ah bah oui, je serais curieux de savoir si ça fonctionne avec lui. Ce qui serait tout à fait étonnant, oui, dans une certaine mesure, c'est que lui qui a déjà ce talent de guérisseur, ça ne marche pas avec lui. En revanche, qu'avec vous, ça fonctionne. Ce serait. Oui, mais je suis persuadé que avant tout, il faut y croire, quoi. Il faut y croire déjà. Si on y va, qu'on n'est pas convaincu, je crois que c'est pas la peine. Et même pour la personne qui est brûlée, si elle n'y croit pas, je pense que ça doit pas marcher. Ouais. Je sais pas, moi, c'est le ressenti que j'ai, quoi. Ouais. Donc, d'après vous, une certaine, le psychosomatique serait important, par exemple. Je pense, ouais. Ouais. Écoutez. En tout cas, expérience à suivre, et j'en profite de vous avoir à mes côtés, Marc, pour rappeler à ceux et celles qui nous écoutent que si vous voulez recevoir cette prière pour passer le feu, et l'essayer sur vous ou sur votre entourage, vous m'écrivez à Sud Radio, alors soit un mail comme l'a fait Marc, en envoyant un email à étrange@sudradio.fr, ou en envoyant une enveloppe, et attention cette fois-ci, si vous le faites par courrier, dans l'enveloppe, vous mettez une enveloppe timbrée à votre adresse pour qu'on puisse vous renvoyer cette prière pour passer le feu, et comme Marc, vous nous tenez au courant dès que vous l'utilisez, si ça marche, et même si ça ne marche pas, bien entendu. Merci Marc, et à très bientôt. Merci, bonsoir. Au revoir. Et je vous tiens au courant s'il y a des évolutions. Ah oui, et puis surtout votre copain, guérisseur, si ça fonctionne, qu'il nous appelle également, d'accord ? D'accord. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Les aventuriers de l'étrange, Louis Bénédy, sur Sud Radio. 0826 300 300, si vous pensez avoir vécu un phénomène paranormal, n'hésitez pas à nous appeler ou encore à nous envoyer un mail étrange@sudradio.fr. Et enfin, troisième biais pour vous pour nous contacter et que je puisse parler de ce que vous m'envoyez directement, c'est le SMS. Vous tapez Sud, votre texte, et vous envoyez le tout au 71 200. Vous pouvez donc nous demander cette prière pour ce secret, pour enlever
enlever le feu et nous vous l'enverrons avec grand plaisir. Et charge à vous de nous dire, en revanche, c'est le service que je vous demande, si ça a marché et si ça n'a pas marché également, de nous en faire part pour qu'on puisse suivre comme ça au fur et à mesure cette petite expérience qui n'a rien de scientifique bien entendu, mais qui nous permettra un petit peu d'avancer dans la connaissance du mécanisme qui fait que ça marche ou ça ne marche pas. Renaud Évrard, est-ce que nous vous avons envoyé cette prière, ce secret pour passer le feu? Ah bah non. Bon, bien. Donc nous allons vous l'envoyer également. Et si jamais vous l'utilisez, je compte sur vous pour nous en parler. Oui, ben j'évite de me brûler généralement, mais effectivement. Oui. Mais si ça marche ou marche pas, comme ça vous nous direz. Et d'ailleurs, je serais ravi que ça fonctionne avec vous, comme ça vous êtes à même de pouvoir dire tiens, alors pourquoi est-ce que ça fonctionne? Oui, enfin, je suis un peu sceptique, vous savez. Bon, nous avons au 0826 300 300 Sylviane qui vient de nous rejoindre. Sylviane, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous rejoindre, Sylviane. Excusez-moi, juste 30 secondes parce que Pierre veut réagir sur le secret pour passer le feu. Pierre, vous l'avez, vous, ce secret pour passer le feu? Ah, moi je l'ai, oui. Oui, bon. J'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer, mais oui. Effectivement... non, je voulais juste faire une remarque sur ce que disait Marc. Il faut y croire. C'est pas je dirais, c'est pas forcément nécessaire, en tout cas de la part de celui qui va recevoir la prière. Chez les magnétiseurs, on trouve parfois des gens qui vont voir le magnétiseur en disant au départ, j'y crois pas, mais enfin, on m'a traîné par la main, c'est mon ami qui m'a emmené, etc. Et qui après se trouve un peu bête, trouve un effet au magnétiseur. Maintenant, on peut aussi penser aux magnétiseurs qui soignent les animaux, enfin qui agissent sur les animaux. Ah oui. Bon, sans rentrer dans l'idée de psychosomatique, etc. Ce serait peut-être intéressant aussi de savoir si cette prière marche sur les animaux, parce que au moins on est sûr qu'ils n'y croient pas. Ouais. Du moins, ni ils y croient, ni ils y croient pas. Ou alors ils ont des facultés que l'on ignore, les animaux. Bon, peut-être. Mais enfin, c'est une surhypothèse. On va rester, on va rester les pieds sur terre. Très bien. Ce serait sans doute intéressant. Oui. Oui, à suivre. Un SMS vient d'arriver au 71 200 qui dit: pouvez-vous m'envoyer la formule pour les brûleurs à l'adresse mail qui suit? Je vous répondrai. Écoutez, vous qui m'avez eu la gentillesse de m'envoyer cet email, envoyez-nous un mail à étrange@sudradio.fr et à ce moment-là, par retour de mail, je vous enverrai avec grand plaisir ce secret pour passer le feu. Sylviane. Donc vous avez vécu une NDE, une expérience de mort imminente, il n'y a pas si longtemps que cela, puisque vous aviez à peine 23 ans. Oui, ça fait quand même longtemps parce que ça fait 28 ans. Oh, quand même. Bon, alors Sylviane, racontez-nous comment ça s'est passé. C'était lors d'un accouchement, c'est ça? Oui, c'est ça, oui. Alors. En fait, j'allais accoucher de mon premier enfant, de ma fille. Oui. Donc, par césarienne. Et lors de ma césarienne, j'ai fait une expérience de mort imminente. C'est-à-dire que je suis sortie de mon corps. Alors, lorsqu'on a procédé à cette césarienne, vous étiez entièrement sous anesthésie générale? Ah, je pense, oui. Oui, d'accord. Ok. Donc trou noir, anesthésie générale. Et ensuite, comment est-ce que ça s'est passé? Le moment, enfin, ça a commencé comment? Voilà, dans votre. Ce que je me souviens, ce qui est c'est toujours très précis, et c'est très clair et très précis, même 28 ans après. Oui. Donc c'est que, en fait, je me vois sur le lit à l'hôpital, un lit où je suis étendue, et je sors de mon corps et je me regarde d'en haut. Comme assez étonnée de voir mon corps sur ce lit. Oui. Je suis un peu étonnée. Je sais que je ressens l'étonnement. Donc, comme je me dis, tiens, je suis là au-dessus et je regarde mon corps. Mais tout de suite, je m'en désintéresse très rapidement parce qu'en fait, je me sens aspirée dans un tunnel. Tout de suite, en fait. J'abandonne mon corps rapidement et je me sens aspirée dans un tunnel. Un tunnel où je flotte, à l'horizontale, et dans un état de sérénité, de bien-être. Et en fait, dans ce tunnel,
il y a une énorme lumière qui est au bout de ce tunnel, qui est assez grosse et qui ne m'éblouit pas. Je peux la regarder en face. Ouais. Comme si vous pouviez regarder le soleil en face sans être ébloui, sans être incommodé. Voilà, pareil, oui. Ouais. Oui. C'est une lumière qui ne me faisait pas du tout mal aux yeux. En fait, hein. Et dans ce tunnel, je flottais à l'horizontale et j'avais un ressenti, en fait, hein, de ne pas être seule dans ce tunnel, mais je n'ai vu personne, en fait. Hein. Et c'est un ressenti que j'ai eu à ce moment-là. Ouais. Et de me sentir vraiment très, très bien, vraiment une sérénité et en harmonie avec moi-même. Et tout ce que je me disais, et ça je me le disais vraiment, hein, parce que je m'en rappelle très bien, c'est que je voulais toucher cette lumière. Et en fait, j'avançais toujours à l'horizontale vers cette lumière. Et je m'en approchais de plus en plus. Et je me disais moi-même, ça y est, je vais pas tarder à la toucher. Et à ce moment-là, quand j'allais la toucher, parce que j'étais très près, j'ai réintégré mon corps, je suis repartie en arrière, comme pour me dire, bien sûr, c'était pas des paroles, hein, c'était un ressenti que j'avais, c'était comme pour me dire, tu peux pas me toucher, ou il faut que tu retournes en arrière. Donc en fait, je suis repartie en arrière à toute vitesse et j'ai réintégré mon corps. Et à ce moment-là, en réintégrant mon corps, j'ai vu une infirmière qui était devant moi et je lui ai crié après, c'était pas très gentil, parce que je lui ai dit, vous pouviez pas me laisser là où j'étais. En fait, je voulais pas revenir. Parce qu'en fait, j'étais complètement déconnectée de la terre parce que je n'avais pas conscience que je venais d'accoucher de mon premier enfant, en fait. Hein. Ouais. Vraiment pas conscience. Ouais. Donc c'est que lorsque j'ai vu ma fille dans les bras de mon mari, qu'à ce moment-là, j'ai réalisé que je venais d'accoucher, en fait. Hein. Oui. Voilà, c'est vrai que... Et que vous aviez encore quelques petites choses à faire. Voilà. Sur Terre, on va dire. Oui, bien sûr, heureusement que je suis revenue. Ouais. Alors, je vais reprendre votre témoignage chronologiquement. Depuis le départ, vous nous avez dit, j'ai vu mon corps allongé sur un lit. Oui, oui, oui. Ce corps était comme un corps, je vais employer une image forte, mais c'est fait exprès, comme dans une chambre vide, un corps avec un drap dessus, un corps comme presque mort, ou dans une morgue, où voilà, il est là, où il y avait des gens autour, il y avait des gens qui s'affairaient autour de vous, ou c'était juste votre corps et rien d'autre autour? Non, en fait, j'étais dans un lit d'hôpital, avec recouvert d'un drap vert, je pense qu'il était vert, oui. Ouais. Et puis j'avais les yeux fermés, mais j'étais assez sereine. Et je me souviens très bien de mes cheveux châtains à l'époque. Oui. Maintenant, je suis blonde. Mais c'est vrai que j'étais châtain et que j'étais sereine dans mon lit. Hein. J'étais sereine. Ce que je voulais dire par là, c'est que ce que vous avez vu était une représentation exacte de là où vous étiez au moment où vous l'avez vu, ou c'est une image? Ah non, c'était mon corps. Oui. Non, c'était moi qui étais Et c'était la chambre d'hôpital où vous étiez à ce moment-là? C'était vraiment Je pense que c'était une grande salle. Hein. Je n'ai pas souvenir vraiment de ça, mais je sais que j'étais dans une grande salle. D'accord. Alors ensuite, vous êtes parti dans ce tunnel. Oui. Vous voliez donc à l'horizontale, et là vous aviez tout à fait conscience d'avoir votre esprit, vos sens, puisque vous vous souvenez très bien, vous êtes parlé en vous-même, etc. Vous êtes fait des réflexions. Oui, tout à fait. Hein? Oui, oui. D'accord. Oui, c'était moi. C'était. Je sais très bien que je me disais, je vais pas tarder à toucher la lumière, je vais y arriver. Oui. Je veux la toucher. J'avais qu'une envie, c'était d'être dans la lumière, c'était de la toucher, de rentrer dedans, d'être avec elle et d'être près d'elle. Oui, de vous fondre en elle, vraiment. Voilà, tout à fait, oui. Oui. Alors, est-ce que vous aviez conscience, ou est-ce que vous l'avez vu, je ne sais pas, d'avoir un corps, des bras, une tête, un visage, des jambes? Oui, parce qu'en fait, moi, je voyais mes pieds, en fait, parce que je flottais à l'horizontale. Oui. Et je voyais mes pieds se rapprocher de plus en plus de la lumière. Donc en fait, c'est ça qui m'a... Ah, vous voliez avec les pieds en avant? Oui. D'accord, ok. Donc, vous avez vu votre corps, quoi? Oui, je voyais surtout mes pieds, et puis c'était moi,
en fait. Mais je ne peux pas décrire vraiment mon corps. D'accord. Alors, quand vous dites être revenu ensuite, vous avez vécu ce retour, c'est-à-dire vous avez fait le chemin inverse, vous avez bien vu la lumière s'éloigner, le tunnel? Oui, je suis revenue en arrière. Oui. La lumière, non, je ne la voyais plus en fait. Quand j'avais touché la lumière, ça a été très rapide. Hein. Enfin, je pense que c'est rapide parce que j'ai pas de durée de temps. Bien sûr. Il y en a pas là où j'étais. Je ne peux pas dire combien de temps je suis restée dans le tunnel. Parce que le temps s'est arrêté en fait. Donc, je suis rentrée, je suis retournée en arrière, c'est vrai. Je pense que ça s'est fait rapidement. Mais bon, c'est une impression que j'ai. Ça fait rapidement. Et parce que je suis rapidement revenue à moi. Oui. Alors, vous dites que vous avez réintégré votre corps. Oui. Une sensation particulière à ce moment-là où ça s'est fait très vite et vous n'avez rien senti de... Non, j'ai rien senti en réintégrant mon corps. Non, j'ai rien senti de spécial, sauf que quand je suis revenue à moi, j'ai ressenti beaucoup de douleurs. Des douleurs dans le ventre, bien évidemment. Bien sûr. Et lorsque vous avez dit à cette infirmière, vous ne pouviez pas me laisser là-bas, je me rappelle plus exactement de votre phrase. Oui, vous ne pouviez pas me laisser là où j'étais. Voilà, vous ne pouviez pas me laisser là où j'étais. Vous l'avez dit à voix haute, c'est-à-dire là, c'est à voix haute, oui, à voix haute et voilà. assez agressif. Oui, j'imagine. Oui. C'était pas un remerciement, ouais. Non. Ouais. Alors, vous vous êtes souvenu de tout ça très vite. Oui, bien sûr. Ouais. Et vous en avez parlé la première fois quand? La première personne à qui j'en ai parlé, c'est mon mari. Et je lui en ai parlé à l'hôpital, quand j'étais à l'hôpital. Oui. Sa réaction a été quoi? Il m'a écouté, mais je pense que je sais pas si vraiment il comprenait vraiment ce que je lui racontais. C'est vrai que on raconte vraiment... j'ai confiance de raconter l'irracontable. C'est pas évident. C'est pas évident de raconter avec nos mots, c'est difficile de faire passer quelque chose de très fort, comme ce que j'ai ressenti, de l'amour, et de le faire passer avec des mots très simples. Oui. En fait, il n'y a pas les mots pour exprimer le bien-être que j'ai ressenti dans ce tunnel et l'amour qui émanait de cette lumière pour moi. Donc c'est vrai que c'est difficile de... J'ai pas les mots. Et est-ce que ensuite ça a changé quelque chose dans votre vie d'avoir vécu ça, ou vous avez repris le cours normal de votre vie et éduqué vos enfants comme chacun le fait? J'ai repris le cours normal évidemment parce que c'était quelque chose que j'ai mis de côté parce qu'en fait ça me perturbait et j'avais pas envie d'en parler parce que je pensais être toute seule à l'avoir vécu à l'époque parce que j'avais 23 ans. Et en fait, j'en ai parlé à personne, ni même à mes parents, ni même à ma famille. Donc la seule personne à qui vous en avez parlé, c'était votre mari? Oui, c'est mon mari, oui. Oui. Parce qu'en fait, je voulais pas passer pour une illuminée, par rapport aux gens. Raconter ça, c'était... Et en fait, j'ai vraiment mis de côté mon Noémie. En fait, je voulais l'oublier. Mais en fait, c'est jusqu'en 2002 que tout est revenu à moi parce qu'en fait, j'ai vu un magazine qui s'appelle Science et Avenir et qui parlait des miraculés du coma. C'était le titre de la première page. Et ça parlait des expériences de mort imminente. Enfin, je savais pas ce que ça voulait dire mort imminente. Je n'avais pas de mots sur ce que j'ai vécu. Et c'était le jour... en fait, c'était assez marquant pour moi. Parce que ce matin-là, j'étais en avance à mon cours de Qigong, parce que je faisais du Qigong. Et ma prof, elle me dit d'entrer dans la salle et de l'attendre. Et en fait, sur sa table, il y avait ce livre, Science et Avenir, qui parlait des expériences de mort imminente. Et c'était le samedi matin, c'était le 9 février 2002. Et c'était le jour d'anniversaire de ma fille. Et ma fille, ce jour-là, elle avait 23 ans. Et moi, quand ça m'est arrivé, j'avais 23 ans. Donc ça m'a un peu perturbée parce que je me suis dit, ce magazine m'a perturbée ce jour-là. Je suis restée sans voix, quoi. Et puis oui. Même ma prof me l'a dit.
Il n'est pas arrivé n'importe quand, c'est ça qui est étonnant. Voilà, c'était pas n'importe quand, c'était le samedi matin, le jour d'anniversaire de ma fille. Oui. Et ça fait 23 ans. Quand vous l'aviez vécu, quoi. Voilà, et c'était ses 23 ans à elle. Donc c'est vrai que ça a été très fort pour moi, et depuis ce temps-là, je suis en recherche de beaucoup de choses, et puis je sais que je suis plus toute seule. Et puis après, il n'y a eu que des bonnes choses qui sont arrivées. Parce qu'après, il y a eu Sonia Barcala qui a organisé le colloque à Martigues, là, bien sûr. Sonia Barcala. Ça a été pour moi quelque chose de grandiose. Et grâce à des personnes comme elle. Et Nicole Canivinck également, qui a créé ce groupe de parole à Montpellier, oui. Oui, tout à fait, c'est une grande rencontre aussi. Ouais. Grâce à elle, elle m'a permis de pouvoir en parler. Et puis maintenant, d'être avec vous aussi, parce que j'étais vraiment... moi, j'étais anonyme. Hein, je suis vraiment... je parlais jamais à la radio ou toutes ces choses-là. Hein. Moi, j'étais complètement anonyme. Hein. En fait, j'ai élevé mes deux enfants et j'étais assez anonyme dans tout ça. Donc, j'en parlais à personne, à part mon mari. Et puis, voilà quoi. Vous avez prononcé le nom de Sonia Barcala. J'en profite pour dire que la semaine prochaine, elle sera à l'antenne dans Les Aventuriers de l'étrange et on la retrouvera régulièrement tous les mois pour une émission consacrée spécialement aux expériences de mort imminente au NDE, avec beaucoup de spécialistes et tout ce qui se fait de nouveau en termes d'études, de découvertes dans ce domaine-là. Donc tous les mois, on fixera ce rendez-vous à partir de la semaine prochaine avec Sonia et Jocelyn Morisson, entre autres, qui sera là pour parler justement des sorties hors du corps et des expériences de mort imminente. Je passe la parole maintenant à mes collègues et néanmoins amis. Renaud Évrard, que peut-on rajouter de plus à ce que nous a raconté Sylviane, à cette expérience? Bonsoir Sylviane. C'est vrai que moi la première question que j'allais vous poser, c'était à quel moment vous avez identifié votre expérience comme une expérience de mort imminente. Mais vous l'avez bien dit en 2002 avec ce magazine, en plus avec toutes ces conditions. Et c'est vrai, c'est pas la première fois qu'on a des témoignages de NDE lors d'accouchements, surtout quand il y a des césariennes avec des anesthésies. Mais finalement vous participez de ce mouvement de gens qui arrivent à se reconnaître parce qu'enfin il y a de l'information scientifique qui est bien diffusée sur ces questions et c'est vrai, bon, c'est bien que vous en parlez. Je trouve que c'est une très bonne démarche. Après j'aurais éventuellement eu des questions, mais c'est vrai que là, avec le temps qui nous reste, je ne sais pas trop où ça peut aller parce que... il nous reste 6 minutes, Renaud. C'était trop intime de toute façon, je pense, mais ce qui m'aurait intéressé, c'est justement de voir comment vous avez pu faire le lien avec votre bébé, votre fille qui était née à ce moment-là, alors que justement vous aviez une envie ou une sérénité d'aller là-bas, une question de choix, une question de pas voir votre enfant naître ou sortir. Et je pense que ça demande un travail psychique, je pense important pour refaire le lien, mais ça vous l'avez peut-être fait, je pense que... disons que moi je dis souvent à ma fille, grâce à elle, j'ai vécu une belle chose, c'est un cadeau. Donc, elle le sait qu'il n'y a pas de culpabilité. En fait, comme j'étais complètement déconnectée, je n'ai pas éprouvé de culpabilité à ça. Hein. Ouais. Parce que, en fait, comment j'ai su que j'ai manqué mourir, c'est que mon médecin, 3 jours après, j'avais presque rien mangé et moi, je voulais allaiter ma fille. Et je m'inquiétais du fait que j'avais plus de lait. Et que, déjà, parce qu'enceinte, j'avais un peu de lait déjà. Je sais que j'avais du lait, enfin, un peu. Donc, mon envie était grande d'allaiter ma fille. Donc, c'était un souci que j'avais de ne pas manger et de ne pas pouvoir l'allaiter. Donc, quand le médecin est venu, je lui ai dit, j'ai rien mangé, il faudrait que je mange un peu maintenant. Et en fait, il m'a regardé, puis il m'a dit... elle veut manger alors qu'elle a manqué de mourir. Et c'est vrai que quand il m'a dit cette phrase, ça m'a ramené à tout ce que j'ai vécu dans mon AMI, en fait. Hein. Et, mais en fait, c'est vrai que là où j'étais, enfin dans le tunnel, en fait, comme j'étais déconnectée, je me suis pas sentie coupable de plus m'intéresser à mon enfant, parce qu'en fait, je l'avais pas en mémoire.
Oui. En fait, je suis partie dans ce tunnel et j'avais complètement oublié que je venais d'accoucher. Pour moi, je venais pas d'accoucher. Oui. J'étais tellement sereine, tellement bien, en harmonie, dans la sérénité, et puis j'étais dans l'amour, je baignais dans l'amour, vraiment. Donc j'avais plus rien sur terre qui pouvait me culpabiliser, puisque j'avais oublié, en fait. Ouais. J'ai pas souvenir d'avoir accouché dans ce tunnel. Hein. Donc c'est pour ça, mais j'en ai parlé avec ma fille et j'ai pas du tout culpabilisé. Non, parce que... Mais finalement, la boucle s'est bouclée quand vous avez la date où vous trouvez ce Sciences et Avenir. Et finalement, là, vous nous avez dit, je sais que je suis plus toute seule. C'était finalement par rapport à qui, par rapport à... Ouais, c'est ça, c'était vraiment... C'est comme un prisonnier à qui on vient donner sa grâce, quoi. Ouais. C'est quelque chose de très fort. Ça a été un vrai tournant dans votre vie, vraiment. Comment ? Ça a été un vrai tournant dans votre vie. Tout à fait, mais vraiment. Ouais. Je pensais vraiment pas être... à ce moment-là, à vous parler de mon Noémie, même pour moi, je suis très émue parce que j'arrive pas à réaliser quoi, que les gens puissent m'écouter, m'entendre et puis... Et bénéficier de votre expérience. J'espère, oui, parce que là, c'est vrai que avec Nicole, maintenant, je suis en progression constante pour les groupes de partage qu'elle anime, et donc je suis avec elle. Et puis aussi pouvoir réconforter les gens qui sont dans la tristesse, qui ont perdu des êtres chers. Et puis pouvoir échanger, partager, s'écouter mutuellement, sans jugement et dans le respect mutuel. Ouais. En fait, hein, c'est ce qui est important maintenant dans ma vie. Et c'est vrai que moi, mon objectif premier, c'est de pouvoir aider les gens par l'expérience que j'ai vécue et leur amener du réconfort. Moi, je suis assistante de vie auprès des personnes âgées et c'est un travail qui m'enrichit beaucoup et qui m'a apporté beaucoup. Ouais. Merci beaucoup Sylviane en tout cas pour ce témoignage et puis bien entendu comme à chaque fois que cela est possible nous donnons les informations du groupe de parole qui existe donc à Montpellier avec Nicole Canivac et vous-même donc comme Nicole le fait régulièrement, envoyez-nous les infos et nous les retransmettons dans les aventuriers de l'étrange. Merci Sylviane. Merci à vous de m'avoir écouté. Merci. C'était avec grand plaisir. Merci à vous. Au revoir. J'en profite pour dire que donc Sonia Barcala la semaine prochaine sera mon invitée dans les aventuriers de l'étrange avec d'autres spécialistes des expériences de mort imminente. On parlera également des sorties hors du corps. Et puis un petit peu plus loin, le 29 novembre, il y aura une conférence à l'Union, à la clinique Saint-Jean de l'Union exactement, sur ce thème des phénomènes d'expérience de mort imminente, de NDE, donc à côté de Toulouse, avec Jean-Jacques Charbonnier et Jean Morzel, et j'aurai le plaisir d'ailleurs de présenter cette conférence. Merci beaucoup à Pierre Macias qui était présent, Pierre du site psylande.org où l'on retrouve tous les podcasts des aventuriers de l'étrange, et merci à Renaud Évrard. Merci Pierre. Merci Louis. À très bientôt. Merci Renaud Évrard. À très bientôt. On se gardera du temps pour parler de cette ligne que vous avez mis en place à l'Institut Métapsychique International pour aider, comme on l'a fait ce soir, mais aider ceux et celles qui vivent des phénomènes paranormaux. Merci Renaud. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio. Voici les différents moyens qu'il existe pour vous de nous contacter. On a reçu pas mal de SMS qui nous demandent comment recevoir cette prière pour passer le feu. Eh bien écoutez, soit par email, vous nous envoyez un email à étrange@sudradio.fr et on vous renverra ce secret pour passer le feu, soit par courrier, les aventuriers de l'étrange, Sud Radio, 4 place Alphonse Jourdain, 31 071 Toulouse CEDEX. N'oubliez pas de joindre dans votre enveloppe une enveloppe timbrée avec
avec votre adresse pour que l'on puisse vous renvoyer ce secret pour passer le feu. On se retrouvera vendredi et samedi prochain pour d'autres sentiers tout aussi étranges. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce sera samedi prochain, en l'occurrence, une émission spéciale expérience de mort imminente et de sortie hors du corps avec Sonia Barcala, la première émission d'une longue série. Merci à Mathieu Viguier qui a signé la réalisation de cette émission, Marion qui était au standard, Pierre Massias qui m'aide comme d'habitude à la construire. Passez une douce nuit, une belle semaine. Rendez-vous vendredi prochain et samedi prochain, 22h minuit. Les aventuriers de l'étrange. Louis Bénédy sur Sud Radio.